Dans le thème mouvement et interaction du programme de physique en terminale, nous allons ici développer le mouvement dans un champ uniforme, et ceci en 4 parties. La deuxième loi de Newton, le mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, le mouvement dans un champ électrique et les aspects énergétiques. Première partie. La deuxième loi de Newton. Un objet étudié est appelé système. Ce peut être une personne, un objet quelconque, une particule, pourquoi pas un astre, et le centre de gravité ou centre de masse est le point où se situe la position moyenne de la masse du corps. On l'appelle le barycentre. Il se note G comme centre de gravité, et c'est à partir de ce point que sont construits les vecteurs vitesse, accélération et certaines forces, en particulier les forces à distance. On peut dire que l'objet étudié est réduit à un système ponctuel. Un référentiel est dit galiléen si le principe d'inertie, ou première loi de Newton, est vérifié. C'est-à-dire que l'ensemble des actions mécaniques appliquées à un système au repos se compense. Tout repère à la surface de la Terre et pointant vers 3 directions de l'espace est dit galiléen. On l'appelle alors référentiel terrestre. Si le centre de la Terre est le centre du repère choisi et que 3 étoiles lointaines fixes orientent les 3 axes OX, OY et OZ, alors le référentiel est galiléen. On l'appelle référentiel géocentrique, géo voulant dire Terre. C'est un repère idéal pour étudier les satellites de la Terre. Si le centre du Soleil est le centre du repère choisi et que les 3 étoiles lointaines fixes orientent les 3 axes OX, OY et OZ, alors le référentiel est galiléen. On l'appelle référentiel héliocentrique. Hélio voulant dire Soleil. C'est un repère idéal pour étudier les planètes du système solaire. La deuxième loi de Newton. Pour tout système de masse constante dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à ce système est égale au produit de la masse du système par le vecteur accélération. Somme des forces extérieures égale ma, où les forces extérieures sont données en newtons, la masse du système en kilogrammes et l'accélération en mètres par seconde au carré. La somme des forces s'appelle également la résultante des forces. Si le système est à l'équilibre, il est immobile. Alors sa vitesse est nulle et son accélération, qui est égale à la dérivée de la vitesse, est nulle également. La conséquence est que la résultante des forces appliquées sur le système est égale au vecteur nul. Mais attention, la réciproque n'est pas vraie. Si la résultante est égale au vecteur nul, alors A égale 0, et donc dv sur dt égale 0, ce qui implique que le vecteur vitesse est constant. On aura alors un mouvement rectiligne et uniforme. C'est là la première loi de Newton, vue en classe de première, appelée aussi principe d'inertie. Pour bien démarrer une étude d'un système, il est nécessaire d'effectuer les étapes suivantes. Définir le système étudié, définir le référentiel d'étude, faire le bilan des forces qui sont appliquées au système, poser la deuxième loi de Newton, isoler le vecteur accélération et éventuellement modéliser le système, ses forces, le vecteur vitesse et le vecteur accélération sur un schéma. Deuxième partie, mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Un champ est uniforme s'il a même direction, même sens et même intensité en tout point de l'espace. Un corps est dit en chute libre s'il n'est soumis qu'à son poids. Et en supposant le champ de pesanteur G uniforme à la surface de la Terre,
où le référentiel est galiléen, il est possible d'établir la position, la vitesse et l'accélération d'un système en chute libre à tout instant. Considérons une balle de tennis de masse m venant d'être frappée lors d'un service depuis une hauteur h par rapport au sol et ayant une vitesse v0 formant un angle alpha avec l'horizontale. Prenons un repère OIJK orthonormé. Dans ce repère, le vecteur g a pour coordonnées 0, moins g, 0. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures appliquées à cette balle est égale à ma. La seule force appliquée à la balle est son poids. Donc P égale ma et l'expression de son poids est P égale mg, d'où mg égale ma. En simplifiant par m, on obtient une expression du vecteur accélération. Le vecteur a est égal au vecteur g. Les vecteurs étant égaux, leurs coordonnées sont égales. Le vecteur a pour coordonnées 0, moins g, 0. Le vecteur accélération étant la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, il est maintenant possible d'établir les coordonnées du vecteur vitesse v par intégration du vecteur accélération a. Pour obtenir 0 comme dérivée, il faut partir d'une constante. Appelons-la C1. Pour obtenir une constante, moins g, comme dérivée, il faut partir de moins gt plus C2, où C2 est une constante. Pour obtenir 0 comme dérivée, il faut partir d'une constante, appelons-la C3. Le vecteur vitesse a pour coordonnées C1, moins gt plus C2, C3. L'expression du vecteur vitesse à l'instant initial permet de déterminer les valeurs de C1, C2 et C3. Un peu de trigonométrie dans ce triangle rectangle donne l'expression de VOX et VOY. En effet, cosinus alpha égale VOX sur V0 et sinus alpha égale VOY sur V0. VOX égale V0 cos alpha et VOY égale V0 sinus alpha. Les coordonnées du vecteur V0 sont V0 cos alpha, V0 sinus alpha et 0. En remplaçant t par 0 dans l'expression de V, on obtient V0 a pour coordonnées C1, C2 et C3. En comparant les deux expressions du vecteur vitesse initiale V0, on en déduit que C1 égale V0 cos alpha, C2 égale V0 sinus alpha, C3 égale 0. L'expression générale du vecteur vitesse est donc V a pour abscisse V0 cos alpha, pour ordonnée moins gt plus V0 sinus alpha et pour cote 0. Le vecteur vitesse étant la dérivée du vecteur position par rapport au temps, il est maintenant possible d'établir les coordonnées du vecteur position OG par intégration du vecteur vitesse V. Pour obtenir comme dérivée V0 cos alpha, qui est une constante, il faut partir de l'expression V0 cos alpha t plus C4. Pour obtenir moins gt plus V0 sinus alpha comme dérivée, il faut partir de moins 1/2 de gt carré plus V0 sinus alpha t plus C5. Pour obtenir 0 comme dérivée, il faut partir d'une constante, appelons-la C6. L'expression du vecteur position à l'instant initial permet de déterminer les valeurs de C4, C5 et C6. OG0 a pour coordonnées 0, H, 0. En remplaçant t par 0 dans l'expression de OG, on obtient OG0 qui a pour coordonnées C4, C5, C6.
En comparant les deux expressions du vecteur position au G0, on en déduit que C4 égale 0, C5 égale H et C6 égale 0. L'expression générale du vecteur position est donc x égale V0 cos alpha t, y égale moins 1/2 de gt carré plus V0 sinus alpha t plus h. Z égale 0. Les vecteurs accélération, vitesse et position ainsi définis permettent de déterminer l'accélération, la vitesse et la position exacte de la balle de tennis à n'importe quel instant t donné. Ces trois vecteurs, n'ayant aucune composante selon OZ, font que le mouvement de la balle est plan et peut n'être étudié que dans le seul repère OIJ. Pour exprimer l'équation de la trajectoire dans ce plan, il suffit d'exprimer y en fonction de x. Pour ce faire, il faut s'affranchir de la variable temps, petit t. Ceci se fait en deux étapes. Tout d'abord, on isole t dans l'expression de x, comme x égale V0 cos alpha t, alors t égale x sur V0 cos alpha. Et enfin, on substitue t par x sur V0 cos alpha dans l'expression de y. Y égale moins 1/2 de gt carré plus V0 sinus alpha t plus h donne y égale moins 1/2 de g facteur de x sur V0 cos alpha au carré plus V0 sinus alpha fois x sur V0 cos alpha plus h. Je développe le carré, je simplifie par V0, je réécris sinus alpha sur cosinus alpha comme étant égal à tangente alpha. Et j'obtiens y égale moins 1/2 de g sur V0 carré cos carré alpha fois x au carré plus tangente alpha fois x plus h. L'expression obtenue est une équation du second degré dont la représentation graphique est une parabole. Ainsi, le mouvement d'un système en chute libre dans le champ de pesanteur est plan et sa trajectoire est parabolique. Troisième partie. Mouvement dans un champ électrique uniforme. Grosso modo, l'étude d'un système dans un champ électrique uniforme ressemble pour beaucoup à l'étude d'un système dans un champ de pesanteur. Voyons d'abord ensemble les petites différences. Le champ n'est plus petit g, mais grand E. Et dans le cas d'un condensateur plan, E est égal à U sur D. Le système n'est plus soumis à son poids, car il n'aura qu'une faible masse que l'on négligera. Il aura cependant une charge Q et sera soumis à une force électrique, F égale QE. Voyons maintenant les similitudes. Le référentiel est terrestre, donc galiléen. Considérons un électron de masse négligeable entrant dans un condensateur avec une vitesse initiale V0 formant un angle alpha avec l'horizontale. Prenons un repère OIJ. Dans ce repère, les coordonnées du vecteur E sont 0, E. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures appliquées sur cette particule est égale à ma. Les forces appliquées à la particule sont son poids, que l'on néglige, et la force électrique, F. F égale ma, et l'expression de F est QE, d'où QE égale ma. En isolant le vecteur accélération, on obtient A égale à Q sur M, E. Les coordonnées du vecteur accélération sont celles de Q sur M, E. C'est-à-dire Q sur M fois 0 pour son abscisse, donc 0, Q sur M fois E pour son ordonnée, Q sur M, E. Le vecteur accélération étant la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, il est maintenant possible d'établir les coordonnées du vecteur vitesse par intégration du vecteur accélération. V a pour coordonnées C1, Q sur M E t plus C2. L'expression du vecteur vitesse à l'instant initial est comme vu dans la première partie. V0 a pour abscisse V0 cos alpha et pour ordonnée V0 sinus alpha.
En remplaçant t par 0 dans l'expression de v, on obtient coordonnées de v0 égale à c1, c2. En comparant les deux expressions de v0, on en déduit que c1 égale v0 cos alpha et c2 égale v0 sinus alpha. L'expression générale du vecteur vitesse est donc v v0 cos alpha q sur m e t plus v0 sinus alpha. Le vecteur vitesse étant la dérivée du vecteur position par rapport au temps, il est maintenant possible d'établir les coordonnées du vecteur position OG par intégration du vecteur vitesse V. OG a pour coordonnées V0 cos alpha t plus C3, 1 demi de Q sur M E t carré plus V0 sinus alpha t plus C4. L'expression du vecteur position à l'instant initial permet de déterminer les valeurs de C3 et C4. OG0 a pour coordonnées 0, 0. En remplaçant t par 0 dans l'expression de OG, on obtient OG0 de coordonnées C3, C4. En comparant les deux expressions de OG0, le vecteur position initiale, on en déduit que C3 égale 0 et C4 égale 0. L'expression générale du vecteur position est donc x égale v0 cos alpha t et pour ordonnée y égale 1 demi de q sur m e t carré plus v0 sinus alpha t. Les vecteurs a, v et og ainsi définis permettent de déterminer l'accélération, la vitesse et la position exacte de la particule tant qu'elle reste dans le condensateur. Pour exprimer l'équation de la trajectoire de la particule, il suffit d'isoler t de l'expression de x et de le substituer dans l'expression de y. X égale v0 cos alpha t donne que t est égal à x sur v0 cos alpha. Je le substitue dans l'expression de y, qui est égal à 1 demi q sur m e t carré plus v0 sinus alpha t, et devient donc y égale 1 demi de q sur m e, facteur de x sur v0 cos alpha au carré, plus v0 sinus alpha fois x sur v0 cos alpha. Je développe le carré, je simplifie par v0, et je remplace sinus alpha divisé par cosinus alpha par la fonction tangente. Y est égal à q sur e divisé par 2m v0 carré cos carré alpha fois x au carré plus tangente alpha fois x. Cette expression est une équation de second degré dont la représentation graphique est une parabole. Le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique est plan et sa trajectoire est parabolique. Quatrième partie, l'aspect énergétique. L'énergie mécanique EM d'un système est la somme des énergies cinétiques, notée EC, et potentielles, notée EP. Lorsque le système n'est soumis qu'à des forces conservatives comme le poids P ou la force électrique F, l'énergie mécanique se conserve. Lorsque l'énergie mécanique ne se conserve pas, sa variation ΔEM pour un système se déplaçant d'un point A à un point B est égale à la somme des travaux des forces non conservatives appliquées sur le système pour aller de A à B. Toutes ces grandeurs sont en joules. Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un système de masse m est égale à la somme des travaux des forces s'exerçant sur le système entre les points A et B. Delta EC égale ECB moins ECA, et c'est égal à la somme des travaux des forces appliquées sur le système pour aller de A à B. C'est le théorème de l'énergie cinétique. Dans le cas particulier d'un mouvement dans le champ de pesanteur, la seule force étant le poids,
alors le théorème de l'énergie cinétique devient delta EC égale mg facteur de YA moins YB. Delta EC est en joules, la masse en kilogrammes, G en mètres par seconde au carré et Y en mètres. Dans le cas particulier d'une particule dans un champ électrique E, la seule force étant la force électrique, le théorème de l'énergie cinétique donne delta EC égale Q fois UAB. Delta EC est en joules, Q en coulomb et U en volts. Le cours est maintenant terminé, mais je t'invite vivement à mettre en application toutes ces formules au cours d'exercices. En attendant, je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.